De retour dans l'Africa Newsroom, nous avons été rejoints par M. Mayindou Choki. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Envol, parti d'opposition en République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Daouda Tal et Malik Acher. Place à présent à notre dossier du jour. Il est arrivé à la tête de la République démocratique du Congo en 2001, suite à l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila n'avait que 29 ans, mais dirigeait les forces terrestres de l'armée congolaise. Très rapidement, il décide de relancer les discussions avec les rebelles et réussit à unifier le pays sur le plan économique. Quelques avancées ont été enregistrées, mais stoppées par la chute du prix des matières premières. Sur le plan politique, par contre, beaucoup reste à faire. C'est un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. 15 années se sont écoulées depuis que le président Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en mi-janvier 2001. Il n'avait que 29 ans à l'époque, mais dirigeait déjà les forces terrestres de l'armée de la RDC, un leadership militaire que le fils de Laurent Désiré Kabila avait acquis plus tôt. À son arrivée au pouvoir, en remplacement de son père assassiné, peu de personnes accordaient à ce jeune officier supérieur 2 ans à la magistrature suprême. 5 ans après, Joseph Kabila a organisé des élections libres, une première depuis 1960. L'homme remporte la présidentielle contre Jean-Pierre Bemba. En 2011, pour la deuxième fois, à la suite d'une présidentielle très contestée, il rempile face à l'opposant historique Étienne Tshisekedi. En décembre 2016, Joseph Kabila achève son 2e et dernier mandat constitutionnel. 4e président de la RDC, il aura dirigé pendant 15 ans l'un des pays potentiellement les plus riches, plus grands et peuplés du continent. Aujourd'hui, en 2016, dans les perspectives de la présidentielle, c'est l'heure du bilan pour le président sortant. Sur le plan politique, un dialogue entre acteurs politiques est engagé, mais sans une importante partie de la classe opposante congolaise, à savoir le rassemblement de l'opposition. Sur le plan économique, quelques réalisations sont enregistrées, lesquelles commencent à s'assombrir, dictées non seulement par la chute des cours des matières premières, mais aussi par une absence de contrôle dans la gouvernance, selon des experts. Les prophéties politiques ne sont pas des droits acquis. Vous avez vu un jeune homme d'à peine 30 ans, 29 ans, à qui on ne prêtait pas beaucoup de chance. Eh bien, par sa sagesse, dans la gestion du pays, il en est arrivé aujourd'hui. Ceci nous oblige à jeter un regard rétrospectif sur tout ce qu'il a fait et qu'on pourrait qualifier d'élément de bilan. Lorsqu'il est arrivé, le pays était coupé en 3-4 d'après les rébellions. Politiquement, économiquement, il y avait plusieurs monnaies, etc. D'aucuns reconnaissent au président sortant de la RD Congo un sens d'ouverture et d'écoute. Il a toujours été, estiment les observateurs, premier à tendre la main pour trouver des solutions aux multiples crises auxquelles le pays fait face. Le président Kabila a également permis, selon des analystes, d'élargir la liberté d'expression comparée à ses 2 prédécesseurs. Cependant, la politisation à outrance des services de l'État pour sa cause sape de plus en plus cette ouverture. Nous sommes très avancés en ce qui concerne la liberté de pensée et d'opinion, plus que certains pays de la sous-région ici. De 2. Si vous voyez au temps de Mobutu, il y avait beaucoup d'opposants en prison. Au temps de Mouzé, la même chose. Au temps de Joseph Kabila, sauf les opposants imprudents arrivent à tomber en prison. Deuxième chose, il faut dire que Joseph Kabila a ressorti le Congo de l'isolement diplomatique dans lequel il était frappé depuis tout le temps de Mobutu. Mais qu'est-ce qui est négatif? Kabila n'a pas construit l'État. Il a politisé l'administration, il a politisé la justice, il a politisé l'armée, il a politisé les services de sécurité. Joseph Kabila n'a pas voulu l'aider chez les partis politiques parce que jusqu'au moment où nous parlons aujourd'hui, vous allez vous rendre à l'évidence que Joseph Kabila n'a pas encore de dauphin, alors qu'il a fait tout le mandat.
Joseph Kabila a réussi à stabiliser le cadre macroéconomique. De 2010 à 2015, l'économie a enregistré une stabilité. L'inflation qui dépassait les 12% est passée à moins d'1%. À ce deuxième mandat finissant du président Kabila, la lueur d'une promesse économique est de plus en plus mise à mal. Les perspectives socio-économiques commencent aussi à s'assombrir. Stable en 2010, le franc congolais est désormais en perte de vitesse face au dollar. Les taux de croissance, notamment à cause de la chute des matières premières, sont sans cesse revus à la baisse. Le président Kabila a réussi, avec ceux qui ont gouverné avec lui, à effacer pratiquement 90% la dette extérieure de la RDC. C'est beaucoup sur le plan économique. Et pendant longtemps, plus de 10 ans, on a réussi à stabiliser le cadre macroéconomique avec un taux de croissance moyen de l'ordre de 6% l'an. Le président Kabila a réussi à lancer une politique ambitieuse de réhabilitation et de construction des infrastructures. C'est bien. Malheureusement, ces acquis, ces réalisations n'ont pas été suffisantes pour propulser le développement durable du Congo, pour consolider la paix et la stabilité des institutions. Et pour cause. D'abord, le leadership, quelque part, a été faible. Le régime du président Kabila n'est pas parvenu à instaurer un État fort, pas des hommes forts, un État fort, à restaurer l'autorité de l'État à travers tous les pays. À l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, la RDC était sous une guerre de plusieurs rébellions. À la prise de pouvoir de son fils, le général-major Kabila, les incertitudes sur le devenir et la stabilité du pays n'avaient pas encore été dissipées. La politique, c'est comme l'avion. Il y a deux parties importantes dans l'avion. Comment décoller et comment atterrir. Le président Kabila a décollé correctement. Il est venu en disant « Mais voici, j'irai partout où on cherche la paix pour la RDC ». Réellement, il a pris les bateaux de pèlerins, il est parti partout. Maintenant, il doit atterrir en douceur. Cela veut dire qu'un bon pilote connaît décoller et atterrir. Ce sera l'atterrissage de M. Kabila qui déterminera s'il a réussi ou échoué. Arrivé au pouvoir, Joseph Kabila a trouvé un pays au bord de l'explosion. Les rébellions du MLC, du RCD et plusieurs autres soutenus directement ou indirectement par certains pays frontaliers sont au banc des accusés. Si on doit reconnaître au président Joseph Kabila les efforts fournis pour pacifier le pays au terme de son mandat, la situation sécuritaire à Béni sape d'une manière ou d'une autre ses efforts. Lancer le pays dans la diversification de l'économie devrait être une priorité. Au titre des promesses non tenues, les analystes de la politique congolaise estiment par ailleurs que la lecture positive ou négative que l'opinion pourra dresser du bilan du président Kabila dépend intimement de la façon dont il quittera le pouvoir. Le respect de la Constitution pourra être l'élément clé qui va orienter les jugements. Monsieur Choki, avant de dresser le bilan du président Joseph Kabila, peut-être déjà revenir sur les promesses qu'avait-il promis aux Congolais? C'est-à-dire, dans notre pays, la République démocratique du Congo, on peut citer tout ce qu'on veut, on veut le dire. Donc, nous sommes en démocratie, il y a une liberté d'expression par rapport à certaines personnes qui sont de la majorité ou de l'opposition, mais il faut regarder surtout les faits sur tout ce qui se passe du point de vue politique, économique et social. Aujourd'hui, les bilans tels qu'on peut les citer est quasiment négatif dans tout le sens du terme. On peut parler de la politique, même aujourd'hui, actuellement, ce qui se passe au niveau du pays. Cela incite même la communauté internationale où certains de mes compatriotes subissent carrément des problèmes. Alors on va aller point par point. On va commencer justement par l'économie. Quel bilan faites-vous de l'action du président Kabila à la tête du pays sur le plan économique? Déjà sur le plan économique, il faut savoir que l'économie fonctionne avec la monnaie. Aujourd'hui, au niveau pouvoir d'achat, les Congolais s'en sortent pas. Il y a au moins 80% de la population qui sont inactifs. Et on ne peut pas dire que les gens qui ne travaillent pas, qui sont inactifs dans un pays, et que ces pays-là fonctionnent quasiment bien au niveau de l'économie. Parce que si on ne travaille pas, comment voudrez-vous une personne qui a du mal à s'en sortir, à faire vivre une famille, moyennant les échanges économiques,
sur les achats, sur pas mal de choses, qu'on dise que ces pays-là s'en sortent au niveau bilan. Non. Daouda, pour moi, c'est un vous échec partagez ce nécessaire. sentiment? Vous pensez que le bilan du président Kabila sur le plan économique est totalement négatif? Non, on ne peut pas dire totalement négatif sur le plan économique. Sur le plan politique, c'est autre chose, bien sûr, mais si je reste sur ce point... Sur le plan économique, il y a eu quelques avancées tout de même. Oui, il y a eu quelques avancées. Ça a été d'ailleurs rappelé dans le reportage. Une baisse de l'inflation. Vous savez, l'inflation, c'est une dégradation du pouvoir d'achat. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, si on lutte contre la dégradation du pouvoir d'achat, les prix qui montent, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir d'où on est parti. On est parti de loin quand même. La monnaie congolaise, zaïroise, avant, valait quasiment rien. Aujourd'hui, les équilibres macroéconomiques sont assurés. Il faut entendre par là le produit intérieur brut, la croissance, il faut entendre par là la stabilisation de la dette publique, un certain nombre d'agrégats économiques qui permettent de donner confiance aux investisseurs et de donner confiance aux bailleurs de fonds également. Mais bon, après, l'espérance de vie, quand on regarde dans les années 90 et aujourd'hui, l'espérance de vie a baissé. Donc là-dessus, c'est négatif. Donc moi, c'est un bilan mitigé de ce point de vue. Malik. Je partage l'avis de Daouda et en même temps aussi celui de notre invité. Je suis très mitigé, mais si l'on regarde les indices sociaux, ils évoluent positivement, même s'ils ont connu une baisse, notamment au niveau de l'espérance de vie entre 90 et aujourd'hui. Il y a un meilleur taux de scolarisation, il y a des indices sociaux qui sont encourageants. Néanmoins, et je partage un peu le constat de notre invité, ce que l'on peut dire, et ce qui est valable pour d'autres pays africains qui sont très riches, c'est que par rapport aux potentialités énormes de la RDC, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que c'est un pays qui a un sous-sol très riche et malheureusement c'est un mal africain, la redistribution des richesses. Ça ne concerne pas que la RDC, mais là, la RDC est l'exemple parfait pour justement malheureusement faire ce constat d'échec. Mais entre-temps, je modérais mon propos parce que le président Kabila, effectivement, a hérité d'une situation compliquée à son accession au pouvoir. Et donc, on peut dire quand même qu'il a essayé et en partie réussi, même si malheureusement nous voyons quelques problèmes sécuritaires dans l'Est notamment, il a quand même essayé de stabiliser son pays sur le plan sécuritaire. Venons-en à présent au plan politique. Monsieur Choki, quelle appréciation faites-vous? Mais déjà, il faudrait rappeler que la République démocratique du Congo représente une forte croissance démographique, avec près de 70 millions d'habitants, dont 10 à 12 millions d'habitants dans la capitale. Et la biodiversité de la RDC est la plus importante en Afrique, ça il faudrait quand même le rappeler. Mais lorsque nous n'arrivons pas à faire asseoir notre situation politique, on ne pourrait jamais s'en sortir. On ne pourrait jamais s'en sortir parce que la population est dans l'insécurité totale, d'où même les investisseurs, une fois votre pays est dans l'insécurité totale, ils ne viendront pas s'investir dans votre pays. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Vous aviez parlé, je vous ai bien écouté, mais le problème, c'est que M. Kabila, depuis qu'il est au pouvoir, vous pouvez bien parler de la sécurité telle que vous le concevez, mais pour moi, la sécurité n'existait pas dans ces pays. Il y a un système, il y a la dictature qui règne dans ces pays. Daouda, la région de l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement concernée par l'insécurité. Comment expliquer justement l'incapacité finalement du gouvernement congolais à rétablir la sécurité dans cette région? C'est ce que je disais, il faut voir d'où on est parti. On est, après justement ce qui a été rappelé, l'histoire, c'est quand même ce certains ont qualifié de première guerre mondiale africaine, ce qui se passait à l'Est, avec l'implication de 8 pays, l'Ouganda, le Rwanda, j'en passe. Et donc, à partir de ce moment-là, la situation était très dramatique, comme on sait. Période de transition 2003-2006, le président Kabila arrive au pouvoir, il trouve quoi? Une armée congolaise qui n'existe pas, qu'il faut reconstituer avec justement ce qui lui ont permis à son père et à lui d'arriver à prendre le pouvoir. Donc, c'était des militaires étrangers quasiment, en bonne partie. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Tout ce qui tue la population aujourd'hui, ce sont des militaires étrangers. Qui composent l'armée congolaise. Il y a des infiltrés dans l'armée congolaise. Voilà. Ça, il faudrait le souligner. Aujourd'hui, la population, que ce soit côté Est ou à Kinshasa, la population est incendiée.
est incendié aujourd'hui, dont je vous parle. Il y a des morts. Il y a beaucoup de morts. Oui, donc justement, le bilan, allez-y. Pour finir là-dessus et revenir sur votre question, c'est-à-dire que quand vous avez été aidé à prendre le pouvoir, ceux qui vous ont aidé vont vous demander la récompense. À partir de ce moment-là, lui, il fallait qu'il s'autonomise, qu'il garde sa souveraineté nationale. Enfin, je parle du Congo de manière globale. Mais donc les autres pays qui étaient en jeu n'ont pas non plus lâché le morceau. À partir de ce moment-là, en plus de ça, vous avez les puissances étrangères qui font la prédation des ressources encore aujourd'hui. Et donc, partant de là, ça crée une situation explosive. L'État congolais est quand même fortement décentralisé. Hein, et donc, à partir de ce moment-là, le pouvoir central a du mal à contrôler la région de l'Est où il y a des gouverneurs également. Donc, Monsieur voilà. Choki, très rapidement. Mais le pouvoir central dont vous parlez, vous savez, la République démocratique, c'est comme un corps humain. Dans un corps humain, si vous avez une partie seulement où circule le sang, vous ne direz pas que vous êtes en bonne santé. Si le sang circule qu'au niveau du cerveau, vous ne direz pas que vous êtes en très très bonne santé. Alors, au niveau de l'Est, oui, effectivement, il y a de la dégradation totale au niveau de la sécurité de la population. Mais aujourd'hui, c'est tous les pays entiers et dans l'insécurité totale, parce que, d'ailleurs, si pour vous le rappeler, le 19 septembre, donc c'était bien hier, la date à laquelle les préavis a commencé par rapport à une convocation que la CENI devait effectuer pour lancer les élections au niveau de la République démocratique du Congo, mais cela n'a pas été réalisé, ce qui fait que la population a bien obtenu l'autorisation et le droit de manifester, mais en manifestant pacifiquement, il y a des infiltrés dans l'armée, dans la police, qui tuent la population, mais à bout portant. À bout portant, mais comment voulez-vous expliquer cela? On peut rebondir sur l'économie si vous voulez, mais attendez, mais juste la partie orientale et la partie est de la République démocratique du Congo, au niveau des ressources minières, cela est estimé à plus de 24 000 milliards de dollars. Mais la population ne s'en sortait pas. Il y a de la corruption. Il y a de la corruption au niveau de l'État congolais. Eux-mêmes, les dirigeants qui dirigent le pays, sont dans la corruption. Le président de la République, il le sait parce que de 2008 en 2012, nous avions eu comme ministre de la Justice, M. Luzolo Bambi. Il avait lancé la tolérance zéro, l'histoire de Koulouna en cravate, c'est-à-dire son entourage au niveau de l'État congolais. Ils étaient, c'est des Koulouna en cravate, voilà, c'est des gens, en fait, qui pillaient le pays sous forme de la corruption. Il y a eu pas mal de ministres, même de conseillers du président de la République. Merci, M. Choki. Daouda, très rapidement. Oui, je pense que ce qu'on a rappelé, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, le président Kabila doit quand même organiser les élections. La Constitution ne lui permet pas de se représenter, passer le relais à quelqu'un d'autre, que ce soit dans sa formation politique, la majorité présidentielle ou pas. Je pense que c'est ça qui va fondamentalement résoudre les problèmes, parce qu'effectivement, sans la paix, il ne peut pas y avoir développement. Merci Daouda. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le président Alassane Ouattara en campagne pour la Côte d'Ivoire à New York. Ce dernier doit présenter la candidature de son pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi. Et puis au Gabon, les procédures judiciaires post-électorales se poursuivent à Libreville. Sur les 800 arrestations enregistrées, plus de 300 personnes auraient été remises en liberté. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.